Bonjour et bienvenue à Inclusion Coaching, un podcast où on traite des questions de la diversité, de l'inclusion, de l'immigration, de leadership conscient et inclusif. On invite aujourd'hui quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Stéphane Marcoux. Merci d'être ici. Merci d'être venu de Coinsville. Ouais. Donc, Stéphane, ça fait une dizaine d'années que tu es directeur général et fondateur de l'organisme Plein Rayon. Et un Plein Rayon qui est aussi membre de la SQDI, donc la Société québécoise de la déficience intellectuelle, où tu as été directeur général par intérim un certain temps. 8 mois, ouais. Oui. Donc, aujourd'hui, on t'invite pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, que je sais que toi aussi, tu es impliqué là-dedans beaucoup. Donc, il y a plusieurs années. C'est l'inclusion des personnes en situation de handicap, les personnes neurodivergentes au milieu du travail. Donc, pour commencer, j'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce qui t'a amené à ce domaine, justement, de l'accompagnement et de la défense des droits des personnes en situation de handicap, et notamment les personnes neurodivergentes. Ben, c'est simple, c'est pas mal simple, mais c'est quand même une histoire qui est importante, moi, à la raconter aux gens. Je suis une personne sévèrement dyslexique. Donc, l'école était vraiment, pour moi, quelque chose de très difficile. J'ai quand même réussi. Je suis allé à l'Université Concordia en anglais. J'ai eu mon baccalauréat. J'ai bien réussi, mais l'école, c'est quelque chose de vraiment pas facile. J'ai vécu des choses difficiles avec certains professeurs qui étaient pas très gentils, puis ça marque des jeunes, ça, c'est quand tu vis des choses comme ça. Puis j'ai bien réussi, j'ai eu une carrière comme cycliste aussi, et niveau élite, 29 ans de temps, donc ce sport-là aussi m'a aidé à me former comme personne. Mais vraiment, c'est ça. Tu sais, puis je suis pas amer là, envers cette situation. Ce qui m'est arrivé, c'est que ça a forgé qui je suis aujourd'hui. Puis je suis capable d'aider des gens en situation de handicap comme ça. Puis donc, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est que je veux que les gens en situation de handicap vivent plein de succès, puis qu'ils n'ont pas à vivre le genre de sort que moi j'ai vécu. Donc, c'est un peu pour ça que je fais ça, mais c'est une passion pour moi, puis j'aime savoir des gens qui n'ont pas de chance dans la vie réussir. C'est à ton honneur. C'est vraiment inspirant. Puis là, j'ai fait un lien entre le cyclisme et qu'est-ce que vous faites à Plein Rayon. Ah ouais, justement. C'est donc, ça. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de l'organisation. Alors, votre organisme Plein Rayon, c'est quoi ses missions, c'est quoi ses raisons d'être, un peu son historique. Puis tu nommes un peu quelques activités que vous faites avec les jeunes. Oui, ben ça, je vais commencer à comment c'est arrivé Plein Rayon. Ben, je me suis ça à la fin de ma carrière de compétiteur cycliste. Après ma 4e commotion, mon docteur m'a recommandé d'arrêter de courser, donc j'ai dû l'écouter. J'aimais beaucoup la course, mais aussi, je travaillais dans les écoles à temps partiel avec des jeunes en difficulté souvent. Puis, j'ai vu ces jeunes-là grandir au fil des années. Là, je les revoyais dans la communauté, puis je leur demandais c'est quoi qu'ils faisaient, puis souvent ils me disaient ils faisaient rien, qu'ils étaient à la maison, puis il y en a même qui avaient il y avait un secondaire 5, un anglophone qui avait un secondaire 5, il y avait un auto, permis de conduire, parlait français, anglais, puis la seule chose que le système de santé pouvait lui trouver, santé et services sociaux pouvait lui trouver, c'est d'aller faire du coloriage avec des personnes âgées. Excusez-moi. Donc, c'est quelque chose qui m'a... quand j'ai vu ça, c'était non, ça se peut pas. Là. Donc, moi, j'ai arrêté de courser. Les écoles, ça me rejoignait moindre parce qu'il y a beaucoup de... Moi, je trouve ça un peu restrictif, là, le système scolaire. Puis, donc, les vélos, c'était ma passion. Puis, je dis bon, on va commencer à réparer des vieux vélos, puis on va former ces jeunes-là, on va leur donner un sens à leur vie avec leur rôle. Le concept de Plein Rayon, c'est leur rôle social actif. Donc, tout ce qu'on touche là avec les projets qu'on a un impact direct sur la communauté. Donc, l'apprenti, la personne en situation de handicap, au lieu de lui être toujours aidé, lui devient
aidant. Donc, c'est là que c'est la partie qui switch, là, qui donne du sens à la vie de ces jeunes-là. Puis, les vélos, c'était le premier projet qu'on avait là, au fil des années. Là, je pense qu'on arrive à notre 10e année, 10 décembre, va faire 10 ans. Plein Rayon existe déjà, ça va vite. On a donné au-dessus de 1800 vélos aux jeunes dans le besoin, là, dans Brome-Missisquoi, puis un peu partout. Puis c'est nos apprentis qui vont faire la livraison de ces vélos-là. C'est comme ça qu'on sensibilise aussi notre communauté, puis on aide les jeunes dans le besoin en leur donnant des vélos. Puis c'est incroyable comment ça donne l'estime à nos apprentis de savoir qu'ils ont travaillé sur ce vélo-là, ils ont appris le sens du travail, puis ça donne un sens à leur vie. Puis tranquillement, pas vite, à travers tous les projets qu'on a, c'est pas juste les vélos maintenant. Là, on a une cuisine MAPAC de 1500 pieds carrés. On fait de l'apiculture. On a des brigades aidantes. On va aider les personnes âgées à leur demeure à faire des tâches extérieures. Brigade d'entraide agricole. On va aider des producteurs maraîchers à faire des blitz de tâches. On fait toutes sortes de choses dans la communauté, pour la communauté, dans le but de voir puis de sensibiliser notre population à comment ces gens-là, c'est contagieux de les côtoyer puis comment ils peuvent avoir leur place. Donc, c'est plusieurs projets comme ça. On a un partenariat avec la commission scolaire Eastern Township qu'on fait la formation intégration socio-professionnelle. Donc, on fait ce programme-là, en plus de faire notre concept du rôle social actif. Donc, environ, là, approximativement, ça prend 3 ans pour un apprenti là, de le former au pace de la personne. C'est ça qui est important de se souvenir quand on travaille avec des gens en situation de handicap, c'est de leur laisser le temps d'apprendre. Trop souvent, on met une durée dans le temps. Là. OK, t'as 1 an. Ben, c'est parce que ça va peut-être y prendre 3 ans. Parce que chacun a son rythme aussi. Exactement. Il faut le dire. Donc, il faut le respecter, ça, pour avoir du succès avec ces belles personnes-là. Donc, c'est ça qu'on fait. Puis, quand ils arrivent au bout de 3 ans approximativement, ben on les place à l'emploi s'ils le désirent. Donc, on fait la promotion de l'embauche inclusive. Là. C'est pas des stages à perpétuité non rémunérés. Là. C'est vraiment de l'embauche inclusive, sans subvention salariale de contrat d'intégration de travail ou choses comme ça. On vise l'embauche inclusive. Puis la différence, c'est qu'on offre le vrai accompagnement et le support à l'emploi qui dure dans le temps. Bravo. Vous êtes à votre 10e année, donc vraiment, félicitations pour toute 105 personnes placées à l'emploi. Quand même. 88 ont encore leur emploi. 89 ont encore leur emploi. On gardait encore l'emploi. Ouais. Parce que c'est vrai que ça, c'est un défi majeur. Oui. On parle souvent de placement en emploi, mais l'autre paire de manches, c'est aussi le maintien en emploi. Oui. Et puis le développement aussi au sein de son rôle professionnel, et puis etc. Mais bravo, c'est un chiffre quand même qui parle de lui-même. Oui, puis ici, tu sais, la limite de l'accompagnement, du support, il est là le secret, là, il est là la petite différence qui fait. Puis ce qui arrive, c'est que si tu n'as pas ça, bien souvent, tu as la porte tournante continuelle que la personne perd un emploi, trouve un emploi, perd un emploi. Mais nous, on vise le succès puis le maintien à l'emploi. C'est clé. Absolument. Parlant des personnes que vous accompagnez, j'ai su que la plupart, c'est des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou des personnes sur le spectre de l'autisme. Donc, tu sais, d'habitude, on parle beaucoup de, tu sais, les défauts, les stéréotypes qui entourent un peu, tu sais, l'autisme ou la déficience intellectuelle, etc. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu d'abord des qualités de ces personnes-là, parce qu'ils ont des qualités bel et bien. Ils ont vraiment des forces ils font en sorte que, justement, plus que 80%, 90%, ils ont su garder leurs emplois. Tu peux nous en parler un peu de leurs qualités, qu'est-ce qui vous a marqué durant toutes ces 10 ans, mais aussi de nous partager quelques histoires de succès. Mais donc, c'est sûr, on a plusieurs belles histoires. Super, merci de nous partager ça. On peut raconter, mais moi, ce que je trouve le plus, les qualités les plus flagrantes de ces belles personnes-là, c'est leur joie de vivre. Ils ont une joie de vivre. Leur vie n'est pas facile, mais ils sont souvent toujours souriants. Puis même si c'est pas facile, ils ont ce sourire-là. Puis je pense qu'on a à apprendre d'eux d'être comme ça. Parce que là, souvent, un petit problème, puis là, les autres, non, ils continuent. Donc, une résilience. Hein? Ils ont une résilience qui est d'une force incroyable. Puis
ça fait d'eux des personnes qui sont fiables aussi, ils ont une fiabilité, c'est des gens honnêtes, c'est des gens authentiques. Ça, c'est l'authenticité, c'est tellement de belles qualités chez l'humain, être authentique. Absolument, surtout de nos jours. Oui. Donc, c'est ce que je vois de ces belles personnes-là. Puis, les entreprises qui les embauchent découvrent ça éventuellement aussi et on nous le nomme. Là. Au fil des années, comme je vous disais, on a eu 105 personnes placées, 89 ont encore leur emploi. Il y a des belles histoires là-dedans. Une récemment, là, moi je vais parler récent parce que je trouve cette histoire-là très, très, très importante. C'est un jeune homme avec une trisomie, qui a une trisomie quand même, déficience intellectuelle modérée à presque sévère. Là. Puis là, souvent, on va dire, ces personnes-là, mais non, c'est impossible. Là. On ne trouvera pas un emploi à ces personnes-là. Il faut les mettre en stage ou en plateau de travail, puis c'est impossible. Mais en prenant le temps, en faisant une bonne formation, puis en leur donnant le temps d'apprendre, on arrive à des choses. Puis ce jeune homme-là, aujourd'hui, a trouvé un emploi rémunéré 2 jours par semaine. Comme plongeur, il aime faire la plonge. Donc, dans notre cuisine MAPAC, c'est ça la beauté d'avoir une vingtaine de projets, c'est qu'on peut explorer toutes sortes de... On a le choix. On a le choix de travailler des choses. Puis, on a vu que lui, quand il allait dans notre cuisine MAPAC, la plonge, ça le rejoignait, puis minutieux avec un sens de rapidité quand même assez beau à voir. Parce que souvent, il faut leur laisser le temps, là. Mais il est quand même assez rapide. Donc, récemment, dans sa ville à lui, il vient de Granby, il a trouvé un emploi. Puis c'est intéressant parce que ça va faire un peu de millage dans la sensibilisation. Ça s'est trouvé à être mon porte-parole de Plein Rayon, qui est Jean-Charles Lajoie, JC, qui, lui, a ouvert un restaurant avec l'acteur Jeff Boudreau aussi. Donc, c'est 2 partenaires, puis c'est 2 personnes qui sont quand même assez bien connues au Québec. Donc, eux ont décidé d'embarquer dans l'embauche inclusive, dans ce beau modèle-là, puis... c'est beau à voir, là. Ça les a sensibilisés. Les gars sont vraiment bons avec l'apprenti qu'on a placé là. Puis, c'est une belle histoire. Moi, je trouve que c'est une belle histoire de réussite. J'ai eu des familles qui ont déménagé de Greenfield Park pour venir s'installer à Cowansville pour prendre le service de Plein Rayon. Des jeunes où l'école, c'était vraiment pas facile. 3 ans de formation ardue, 4 ans. Puis à la 5e année, ce jeune homme-là, on l'a placé. Puis aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il a son emploi, qui fait la même tâche. Puis la beauté de la chose de ce projet-là, c'est que, je vais vous l'expliquer, c'est que ceux qui me connaissent, je suis vraiment pas un fan des plateaux de travail. Là. On va en parler. Je trouve ça, je trouve ça pas très bien. Là. Mais ça a sa place si c'est bien fait, de la bonne manière. Comment c'est fait, un plateau de travail qui devrait fonctionner, c'est... On peut accueillir le plateau de travail sur le site de l'organisme. C'est ce qu'on a fait avec Stuff America, qui est une entreprise qui fait des poêles à bois vraiment de haute gamme à Bromont. Puis ils nous ont approchés disant, voulez-vous faire les caissons en bois pour être capable là, de shipper tous nos poêles à bois un peu partout en Amérique du Nord. Au début, on était c'est un challenge, là, mais on va prendre le projet, mais c'est d'apprendre à nos apprentis les numéros, les chiffres, c'est pas facile, les mesures, tout ça. Puis il y a genre 12 différents caissons à fabriquer parce que c'est différentes grandeurs de poêles à bois. Donc, j'ai dit, on va prendre le challenge. Ça devrait prendre 1 an, on devrait les avoir parfaitement. Puis les quatre gars qu'on va mettre sur ce plateau-là de formation, après ça, on s'en va. On retourne tous les gens chez vous, dans l'entreprise, à faire la tâche. Ça a pris 3 ans. Comme quoi? Ça a pris 3 ans à le faire, mais aujourd'hui...
les 4 gars sont encore là. Donc, tu sais, ils sont dans l'entreprise. Puis l'entreprise, là, Stove America, là, faut que je le dise, là, c'est, ils comprennent tellement c'est quoi l'embauche inclusive, puis de faire place à ces gens-là, puis de vraiment, tu sais, des fois, il y a des problématiques d'anxiété avec les personnes, il y a des problématiques de transport. Ça, ils comprennent tout ça à la lettre, c'est de l'adaptation. C'est ça qui est clé. Mais quand je parle de succès, c'est ça, c'est de pouvoir prendre un plateau, pas de le garder, parce que j'aurais pu le garder puis faire 90 000 par année. C'est ça que j'aurais pu faire avec ça. Mais à la place, j'ai placé ces gens-là en embauche inclusive. Ça, c'est des histoires à succès. Ah, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, c'est important de ces histoires-là parce que ça met des images, ça veut dire ça humanise un peu ces histoires-là, puis de dire que c'est possible. C'est pas tout simplement ce qu'on pense de ces personnes-là, mais aussi, ils ont beaucoup de potentiel quand on leur donne la chance, justement, et qu'on leur donne le temps. Parce que le facteur de temps, vraiment, c'est important. Et ça prend la volonté de tous. Absolument. C'est vraiment une contribution. L'employeur, l'organisme, les personnes qu'on aide, les parents. Les parents, les ressources, justement. Mais tu as évoqué les plateaux de travail, Stéphane. Il y a ceux qui connaissent et celles qui connaissent, mais pour un peu expliquer c'est quoi, c'est en quoi ça consiste pour que ça soit clair un peu pour nos auditeurs, auditrices, et puis aussi de dire, pour vous, qu'est-ce que vous trouvez comme il y a à améliorer ou qu'est-ce que vous trouvez que c'est des choses qu'il faut changer ou adapter pour que ça réponde vraiment aux besoins de ces personnes ayant une déficience intellectuelle ou sur le spectre de l'autisme et leur famille aussi, parce que les parents, ils sont dans le portrait aussi, c'est important. Fait que si tu peux nous en parler un peu de qu'est-ce que c'est déjà, après c'est comment peut améliorer ça pour que ça réponde vraiment aux vrais besoins. Bien, historiquement parlant, les institutions fermées, les gens en situation de handicap se sont retrouvés, je dirais pas de manière inclusive dans notre société, mais se sont retrouvés là. Donc, il fallait trouver une manière, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Puis je pense avec les CRDI, Centres en réadaptation, en déficience intellectuelle, avait des plateaux dans le temps. Donc, ils mettaient les gens à faire des petites tâches de travail pour des petites entreprises qui les gardaient occupés puis qui payaient 5 $ par jour. Au début, l'idée, c'était noble, là. C'était pas de manière méchante que ça allait été créé. Je pense que c'était une manière de dire comment qu'on va les faire participer à la société. Mais au fil des années, je pense que notre société évolue. Puis, je pense qu'on pourrait faire la promotion facilement de faire l'embauche inclusive, de mettre ces gens-là en embauche inclusive. Mais aujourd'hui, les plateaux de travail ont duré dans le temps. Les CRDI ont presque tout délaissé ça. Il y en a quelques-uns maintenant, mais il n'y en a plus. Donc, ces plateaux de travail-là se sont retrouvés dans les organismes à but non lucratif. Puis, ce que je dénonce de ça, c'est que il y a des stages à perpétuité, puis il y a des plateaux de travail à perpétuité. Ces gens-là, au lieu de dire « Hey, on fait une vraie formation concrète, on les forme, on va servir du plateau pour les former et on va les placer à l'emploi après, on va trouver une manière de les placer les faire cheminer vers l'emploi. » Mais c'est pas ça. Souvent, ils se retrouvent dans la trappe, là, sont pris là, puis les OBNL, on est sous-financés. Donc, désolé, ils voient ça comme une vache à lait, puis ils mettent les gens en situation de handicap au travail pour rien, à perpétuité, ou pour un 5 $ par jour. Pendant ce temps-là, qu'il y a des organismes, là, il y en a un peu partout. Il y en a dans Beauce, il y en a à Granby, il y en a à Ottawa, dans le coin de l'Outaouais, région de l'Outaouais, à Gatineau. Puis ces gens-là sont pris là. Puis les parents... c'est ça le service qu'ils ont. Qu'est-ce que les parents vont dire? Ils voient que leur jeune membre de famille est exploité. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est dit à propos de ça. L'ONU le dénonce, qu'on doit cesser ça. C'est un genre d'esclavage. Les gens disent « Ah, c'est radical le mot que tu dis, esclavage. » Mais ça existe. C'est la réalité un peu. C'est la réalité. Faire travailler quelqu'un toute une journée à faire des tâches. Si tu es capable de faire un travail, tu le fais bien, ben tu devrais être payé. Point final. Il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de « Ah, mais non ».
C'est ça. Puis, je suis un peu content de voir, mais on va voir si les babines, les bottines suivent les babines, là. M. Carman a dit qu'il allait mettre une limite de temps là-dedans, puis que c'est de la formation, puis ça devrait être 2 ans. Donc, on va voir, mais je suis vraiment, même si on dit, la personne ne pourra jamais occuper un travail inapte à l'emploi, ou non, peu importe, si tu es capable de faire un travail, il faut trouver une manière de le faire. C'est de sensibiliser nos entreprises, c'est de sensibiliser notre population en général que ils peuvent être payés, ces gens-là. Ils le méritent parce qu'il y en a qui font vraiment du beau travail. Puis, ça devrait pas durer à perpétuité, ces problématiques-là. Même les stages, là, c'est un petit peu honteux comme société de faire ça. Absolument. Ben, il faut savoir que au Nouveau-Brunswick, on avait un même modèle, plateau de travail, puis on a réussi vraiment à mettre fin à ce modèle-là parce que il y avait comme une évolution dans la manière de voir la condition des personnes en situation de handicap, mais aussi une conscience et une volonté politique aussi de dire que ces personnes et ces familles, ils méritent mieux. Ben oui. Et on est capable de leur offrir. Donc, il y avait comme un peu un consentement un peu en termes de tous les acteurs de la société pour dire qu'on peut faire autrement. On les a vus, moi et toi, dans l'événement. Ils sont venus dans la semaine d'activité de SQDI, où on nous en parlait de leur modèle. Et puis, on trouve vraiment que c'est faisable. C'est ça que j'essaie de dire. Quand il y a la volonté, il faut que les moyens suivent et puis que c'est quelque chose qu'on peut faire. Je pense, tu sais, c'est... notre société a besoin d'être sensibilisée, mais ça prend une volonté au Québec, là. Je vais le dire, là, ça prend une volonté systémique. Oui, c'est un beau mot, ça. On est nombreuses, et puis il y a plusieurs paliers qui sont concernés par la condition de l'handicap et puis les personnes, parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement les OBNL, les organismes qui devraient porter tout ça sur leurs épaules. C'est pas non plus les parents qui devraient assumer tout ça. Mais c'est vraiment de voir un peu toutes les parties de la société, les parties prenantes qu'on dit, puis que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile, que ce soit les parents, les familles, l'éducation qui doit jouer son rôle aussi, justement, à outiller ces gens-là pour qu'ils soient plus... Aussi, respecter l'évolution sociétaire. Tu sais. Absolument. La société évolue. Les besoins, ils sont plus les mêmes. On ne peut pas garder les mêmes services qu'on faisait dans les années 70. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça marche plus. C'est pas la même chose, la technologie. Il y a toutes sortes de choses qui sont différentes aujourd'hui que on peut pas garder le même modèle qu'on fait pour des placements à l'emploi, genre avec des services externes qui font tout le temps les mêmes affaires, puis avec les CIT, les contrats d'intégration de travail. On devrait penser autrement, puis faire preuve d'innovation, puis vraiment penser à l'embauche inclusive. Absolument. Il y a quand même des acquis et puis des lois de la charte qui protègent ces personnes-là. Parlons par exemple de la loi de l'égalité d'accès à l'emploi, par exemple, etc. Mais je pense qu'il faut regarder au-delà de faire en sorte, comme on dit, la diversité, c'est de compter les têtes. L'inclusion, c'est de faire en sorte que les têtes comptent. C'est ça, exactement. Oui, c'est bien dit, ça. C'est important de dire que oui, c'est pas juste cocher des cases, mais c'est vraiment une volonté sérieuse, sincère, d'accompagner ces personnes-là comme ça doit, de les accommoder, parce que les accommodements aussi raisonnables, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la Charte des droits de l'homme. Voir l'humain et non le numéro d'assurance sociale. Voir l'humain, non le diagnostic aussi. Voir au-delà du diagnostic, c'est un humain qui est capable de beaucoup quand on lui donne une chance, quand on lui donne le temps, le soutien, etc. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment important, tous ces concepts-là, pour qu'on puisse comprendre un peu de manière systémique, comme tu le dis. Mais quand on parle de systémique, il y a les parents aussi que j'aimerais qu'on aborde, parce que j'en parle, et puis avec une bonne connaissance de cause, parce que moi aussi, j'ai des enfants à besoins particuliers, dont mon fils avec une trisomie non-verbale, et il a 7 ans aujourd'hui, puis je sais que, dans l'avenir, il faut qu'on rame plus pour vraiment nous permettre d'avoir une vie décente, mais pour nous aussi. J'aimerais que tu abordes un peu l'implication, les parents, comment leur rôle, et puis comment on peut les soutenir aussi, parce que c'est des parties prenantes dans le soutien de ces jeunes-là. C'est eux qui les ont
fait grandir. C'est Ouais. eux qui ont été là pour vraiment se battre pour tous les droits, que ce soit Mhm. l'éducation, le travail, les Ouais. soins, etc. Ah oui, il en porte large. Oui, c'est beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu as à dire un peu par rapport Ouais. à ce point-là? C'est certain, pour nous, disons, je peux parler de plein rayon, là, les parents, souvent, ont tellement été malmenés systémiquement parlant, là. Puis là, ils vont dire, ah, là, t'es en train de juste de bâcher le système. Non, je parle de ce qui fonctionne pas, puis j'offre des solutions, là. J'ai des vraies solutions concrètes qui fonctionnent, donc je peux me permettre de dire des choses. Les parents, sont malmenés, l'école, ça fonctionne pas bien, les services, c'est des listes d'attente à pu finir, c'est des épisodes de services, c'est pas des services continus, on devrait avoir des services continus. Les parents rament à contre-courant. Ils arrivent à plein rayon, ils voient leurs jeunes se développer. Puis là, les parents disent « Ouais, mais mon jeune, il peut pas travailler, là. » Non, il peut pas avoir un emploi. Là, il y a l'aide à dernier recours. On touche pas à ça, là, parce que... Mais la beauté de la chose qui a aidé, que je peux nommer que le système a bien fait, là. Il faut que je nomme ça parce que c'est important. Ouais, c'est important quand même de nommer les choses qui marchent. Ouais. Le PRB, Programme de revenu de base, qui est venu ça va faire 3 ans, je pense, 3 ans bientôt, maintenant, là. Qui est venu ça aide beaucoup. C'est quoi le PRB? Ben, c'est après 66 et 72 mois sur l'aide à dernier recours. Les personnes peuvent garder l'aide sociale ou l'aide dernier recours et occuper un emploi qui est approximativement, ils peuvent faire 15 000 $ par année pour un total environ, avec l'aide dernier recours, une trentaine de mille approximativement. Donc ça, je trouve ça intéressant qu'on ait fait ça. Mais attendre 5 ans pour avoir accès à ça, je trouve ça un peu long parce que les gens tombent dans des mauvais plis, là, sont confortables à avoir de l'argent comme ça tous les mois. Mais si on aurait pu faire peut-être 30-36, là, vers 30 et 36 mois, puis les placer vers l'emploi après. Je pense puis avec le manque de main-d'œuvre, ça aurait été une solution encore plus importante. Mais le PRB, c'est une bonne chose. Donc, ça nous aide un peu à changer un peu la mentalité de certains parents qui, eux, souvent sont réticents là, à vouloir les placer à l'emploi parce que ils ont peur de l'échec. Ils ont peur de l'échec, puis ils ont peur de ce que ça va donner, puis ils ont peur de voir, tu sais, que souvent, là, il a travaillé, puis là, l'aide sociale envoie une lettre, là, on va venir vous couper un bras, on va venir puis là, on va enlever votre arrêt, blablabla. C'est intimidant, là, les lettres qu'ils envoient souvent, puis je les comprends, qu'ils ont peur, mais nous, de la manière qu'on le fait, là, on met les parents dans le lot, on leur explique, puis c'est pas facile parce que ils ont peur, mais il y en a d'autres qui y embarquent à 100% puis ils voient le potentiel pour leur enfant, leurs membres de famille. Mais je les comprends parce que systémiquement parlant, c'est pas facile pour les parents de trouver une recette où le pain va lever, là. Absolument. Ben, la question de la sécurité financière, c'est sûr que c'est quand même un gros bout là qui fait en sorte que les parents ils se retrouvent sans emploi à cause de c'est des proches aidants aussi qu'il faut qu'ils prennent soin de leurs enfants à temps plein. C'est ça. Et de là l'importance encore et puis la valeur ajoutée de l'embauche inclusive, c'est que si ces jeunes-là, ils retrouvent de l'emploi et puis ils peuvent être rémunérés pour leur juste valeur et puis l'emploi qu'ils font, ben imaginez qu'est-ce que ça fait pour les parents. Ben déjà, ça leur dégage de temps. Pas seulement ils sont placés dans des plateaux de travail, mais ils font un revenu où ils peuvent s'occuper un peu de leurs besoins, etc. Mais aussi, ça libère les parents pour qu'ils puissent finalement aller sur le marché de travail et puis qu'ils puissent justement avoir une vie digne aussi et puis sortir de la précarité. Parce que c'est un phénomène très, très, ça veut dire observé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ont les besoins qui sont un peu lourds. Ben, ils délaissent leur carrière, ils délaissent leurs études. C'est ça. Parce que... Ils s'oublient là-dedans. Ils s'oublient, mais ils font partie de la société, puis ils ont une valeur ajoutée aussi, puis ils ont quelque chose à apporter. Fait que c'est là qu'on peut voir. C'est pour dire que
on veut toujours faire pour les parents, pour les personnes en situation de handicap. Moi, ce que je prêche et puis ce que j'espère qu'on fait avec. Venez faire avec les parents, avec ces personnes-là, parce que tout le monde a de potentiel. Il y a quelque chose à ajouter, il y a quelque chose à contribuer. Fait que ça, c'est un peu l'aspect que je trouve quand même nébuleux, ne serait-ce que les répits aussi. Ouais. Pour ces parents-là, dans le jeune âge, comme si tu n'as pas de répit, à un moment donné, c'est des burn-out. C'est des gens qui craquent, des problèmes de santé physique, santé mentale, etc. Ouais. Donc, c'est un gros morceau et puis il ne faut pas oublier ces aspects-là. Fait que c'est là que je veux rajouter, c'est là qu'on voit sa spin, c'est là qu'on peut voir comment on peut tomber dans la trappe des plateaux de travail, comme puis que les parents acceptent ça. Le père et la mère qui... Aujourd'hui, le pace de notre société, le coût de la vie est astronomique. Un salaire, ça t'en prend un sapristi de bon si tu veux bien vivre. Donc, les parents ont la pression qu'il faut que les deux aillent travailler. Donc, souvent, on va accepter le genre de plateau de travail comme service. Mais il faut voir, c'est là que je dis, moi, il faut voir plus loin comme société. Il faut commencer à penser autrement. Comment faire place à ces gens-là dans la vie de tous les jours, dans tous les business, dans les entreprises. On peut le faire. C'est de la volonté. Absolument. C'est les moyens, c'est la volonté, c'est le mindset et puis c'est vraiment l'attitude aussi d'ouverture. Ouais. Parlons de l'embauche inclusive au Québec puis au Canada. Il y a le programme Prêt disponible et capable PDC. Qui fait un travail quand même remarquable, qui fait valoir justement l'embauche inclusive sans aucune subvention. Et c'est parce que on croit dans le potentiel de ces jeunes-là. Et ayant la chance d'avoir coordonné ce projet-là, j'ai vu vraiment l'impact que ça peut avoir pour des personnes qui se placent en emploi, mais aussi pour leur famille et les organismes qui les accompagnent, la fierté et puis vraiment le sentiment d'utilité et l'estime de soi. Et c'est de voir aussi les dirigeants d'entreprise, souvent. T'arrives, tu l'as fait, toi, tes approches. Nous, on a fait Prêt disponible et capable à plein rayon de manière régionale pendant 1 an et demi, là, puis on approche des fois des entreprises, sont comme... il y a ça aussi. Ben non, mais c'est parce que... Puis là, ils donnent la chance, puis là, on comme « Wow! » Ça a changé la manière que mon entreprise allait. Ça l'a amené une genre de gaieté dans la place. C'est ça souvent, là, moi, c'est ça que j'ai comme message constamment qui me revient, c'est que ça a changé l'ambiance de l'entreprise. Ça l'a amélioré le sens de l'entreprise. C'est très rarement, je dis, j'entends, non, c'est pas bon pour nous, là. C'est une découverte pour eux. Puis, on devrait, moi, en tout cas, je challenge les entreprises à vraiment ouvrir leurs portes puis à penser autrement comment on pourrait accueillir une personne neurodivergente dans leur entreprise puis leur faire place. Allez voir, vous avez tout à gagner à faire ça. Absolument. C'est un bon message, en effet, pour les employeurs pour qu'ils donnent une chance. Moi, je disais souvent, dans les politiques d'intégration au travail, en général, on a entre 3 mois, 6 mois d'intégration et puis d'approbation. Alors, donner juste une chance à ces personnes-là, c'est parce qu'ils n'arrivent pas seuls, ils arrivent accompagnés, ils sont capables de beaucoup. Il y a aussi le soutien par les employeurs eux-mêmes pour les aider. On y gagne sur tous les plans et de juste donner vraiment une chance d'ouvrir vos portes et puis de voir que, justement, on est tout le temps agréablement surpris comment que ces personnes-là, ils sont loyales, ponctuelles, qui sont productives, qui sont comme vraiment à leur tâche et puis qui sont passionnés, tu l'avais mentionné. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vraiment de sortir de ces stigmatismes et puis de ces stéréotypes, des préjugés qui veulent qu'on voit juste les défis de ces personnes-là, alors que tout le monde a ces défis. Et donc, c'est vraiment dans le soutien puis de comment faire avec eux. Donc, un bon message qu'on livre aux employeurs aujourd'hui. C'est sûr, c'est important de le dire. Puis souvent, on est dur envers les gens en situation de handicap aussi quand ils trouvent un emploi parce que on les voit déjà comme ça probablement pas, ça marchera peut-être pas, là, voyons, tu sais, ça marche pas une personne handicapée, voyons. Mais là, ils sont souvent rapides à dire non, mais ça faut. Quand on regarde monsieur, madame, tout le monde, là, c'est ça. Minimalement, là, ça prend à peu près 3 mois pour te stabiliser dans un emploi, puis savoir que tu commences à prendre le rythme. Ben, c'est la même chose pour eux autres, là. C'est pas à cause que là, on les met qu'ils ont plus de pression, de dire non, il faut que ça marche, que là, non, il faut leur donner le temps, eux autres aussi, puis très souvent,
on donne le temps. Puis quand je dis aux entreprises, c'est important de le mentionner. Vous allez engager quelqu'un, visez pas quantité tout de suite, là. Qualité. Qualité du travail. Accompagnement, support à l'emploi, ça, c'est primordial à l'offrir en manière continue. Donc, qualité du travail bien fait. Quand la qualité est là, la quantité va venir. Absolument. C'est très logique. Selon les statistiques au Québec, on a au-dessus de 1 422 000 personnes en situation de handicap. C'est important le terme, hein? En situation de handicap, c'est pas des personnes handicapées. Non. La nuance, c'est que le handicap dépend de milieu. Mm-hmm. Si une personne avec surchaise roulante, il est en situation de handicap parce que l'infrastructure n'est pas nécessairement adéquate pour ses besoins de mobilité. Donc, mais il est capable de beaucoup. Ouais. Alors, on parle vraiment d'une population de presque 20% de la population beaucoup, générale. Hein? C'est beaucoup. Et moi, mais je dis ça aux gens, c'est ça souvent, les gens disent « Ah, mais regarde, moi j'ai un handicap, je suis dyslexique. Tu as des lunettes, c'est un handicap, toi aussi. » Absolument. On a tous des limites. On est capable de quand même... c'est ça, je dis, il faut voir autrement. Il faut voir autrement... prêt, disponible et capable. Arrêtez de penser que les personnes en situation de handicap sont incapables. C'est pas des incapables. C'est nous, la société, qui est incapable de leur faire place avec nos, là je dis le terme anglophone, expectation, là, de performance, puis non. On peut-tu prendre un peu de recul puis voir comment on peut rendre toutes ces personnes-là, les 1 400 quelques mille, capables. J'aimerais finir avec toi cette belle conversation sur un peu de visualisation. On est en 2035, 2040. Comment tu vois où est-ce qu'on devrait être rendu, comment on est rendu par rapport à l'inclusion des personnes en situation de handicap et un peu à toutes les circonstances et puis les conditions d'accompagnement. Idéalement, on serait où? Eh boy! C'est une question surprise. Non, c'est une méchante belle question. J'aimerais dire qu'on va avoir évolué de manière significative. C'est drôle ces questions-là parce que je parlais avec une de mes bonnes amies, là, Amélie Durand-Lot, qui est la directrice générale de la SQDI. Puis je disais, je sais pas de notre vivant si on va le vivre, mais un jour, je suis sûr que ça va venir. On dira plus le mot handicapé. Puis les gens vont parler, là. Puis ils vont dire, hey, savais-tu qu'on disait le mot handicapé? Hein? On disait ça, c'était moi. Ben, voyons donc. J'aimerais ça voir une société un jour, on est tellement inclusif que le mot handicapé n'existe plus. Mais pour revenir à ta question, 2035, 2045, moi je vais être à ma retraite, je vais regarder ça, voilà à la pêche. Puis je vais espérer de voir une société qui va avoir évolué, des politiques systémiques qui vont avoir changé, des lois beaucoup plus, peut-être pas, je dirais pas sévères, mais avec des suivis où on doit respecter les lois et les droits des personnes en situation de handicap, les droits. Puis 2045, plateau de travail va être un projet du passé. Voilà. C'est très beau. Ben, écoutez, c'est une question de temps et de volonté, puis de travail, puis de croire dans ces projets-là. Donc, un grand merci, Stéphane, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Donc, tu es directeur général de Plein Rayon. On vous souhaite beaucoup de succès et de continuation dans vos projets. Et puis, à bientôt. Merci, Lassane. Merci.